Eh bien, bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième séminaire sur les démarches administratives et raccordement réseau. Donc, je vous propose de tout de suite commencer par un peu le plan de la présentation. Tout d'abord, une petite introduction et les récapitulatifs des objectifs. Ensuite, on va voir ensemble une vue plus aérienne de toutes les étapes d'un projet photovoltaïque. Et alors, ensuite, on va vraiment se focaliser sur les étapes liées aux démarches, de raccordement réseau en première partie et les démarches liées à l'urbanisme, en seconde partie. Donc c'est, ma collègue Colline qui s'occupera de la deuxième partie. Ah oui, Anne, je vois votre question. Il a été enregistré, il sera, c'est malheureusement pas nous qui pouvons le vous l'envoyer, mais il arrivera. L'enregistrement, existe et il vous sera envoyé. Donc lors du premier webinaire, nous avions donc abordé, la méthodologie pour estimer le potentiel photovoltaïque d'un site et dans ce deuxième webinaire, on va vraiment s'attarder sur les étapes, administratives qui vont être nécessaires pour sa réalisation. Alors juste, pour bien, directement comprendre qu'il y a vraiment 2 grands cas, surtout au niveau, pour le réseau, pour la démarche, réseau. Il y a 2 grands cas. Le premier, c'est lorsqu'on est avec une installation inférieure à 10 kVA, et lorsqu'on est 2e cas, c'est lorsqu'on est au-dessus de cette limite. Hem, donc ça les kVA, je vais y revenir un peu plus tard, mais donc c'est vraiment, la puissance, en courant alternatif des onduleurs que l'on va avoir envie d'installer. Et donc, je vais présenter 2 parcours différents selon si on aura installé une puissance plus petite ou plus grande que cette limite. Et alors je le dis déjà en passant, si vous êtes, avec une puissance onduleur au-dessus de 173 kVA, dans ce cas-là, la procédure reste la même qu'au-dessus de 10 kVA, mais il y aura l'installation d'une cabine haute tension qui sera nécessaire. Alors, petit, mot de vocabulaire, parfois j'ai utilisé l'abréviation PV, ou l'acronyme, pour photovoltaïque, GRD pour gestionnaire de réseau de distribution, donc un des 5 selon, où vous êtes situé. Il y a donc ORES, RESA, AIEG, AIESH et REW. Mais donc voilà, dès que je parle de GRD, je parle d'un de ces 5 là, selon où vous trouvez. Et kVA, je viens d'utiliser, c'est donc une puissance apparente. On parle toujours donc en puissance de courant alternatif, mais donc on parle en photovoltaïque, on est toujours, quand on parle de kVA, en fait, on parle de la puissance, heu, de l'installation électrique sur laquelle on travaille ou de la puissance onduleur des panneaux, enfin, de l'onduleur qui est lié au panneau. Et donc la puissance onduleur ne peut jamais dépasser la puissance de l'installation électrique. Voilà, donc une petite, vue d'ensemble des étapes pour un projet photovoltaïque, inférieur à 10 kVA. Donc en orange, vous voyez les étapes liées au raccordement réseau, donc il n'y en a que 2, et la première est facultative. En fait, quand c'est assez simple quand on est dans un projet photovoltaïque, de cette taille-là parce que on ne va pas avoir beaucoup de choses à faire vis-à-vis du réseau. On va simplement le notifier en fin d'installation, une fois que l'installation est installée, on pourra, les notifier le GRD qu'elle a été installée et on la déclare. Donc c'est vraiment la dernière étape ici, en fin de parcours. Hem et alors au niveau de l'urbanisme, ça, la puissance ne change pas. Donc, il y a 2 étapes et on va y venir plus tard. Donc c'est assez simple lorsqu'on est dans ce cas de figure. Petite remarque quand même, c'est si l'unité de production est entre 5 et 10 kVA, alors, notez bien que l'installation électrique doit être en triphasé, avec ou sans neutre, ça c'est à votre choix. Donc voilà, ça c'est pour un projet 10 en dessous de 10 kVA. On va revenir sur les étapes, hein, ne vous en faites pas. Donc en fait, maintenant, le cas où on est au-dessus de cette limite de 10 kVA, alors on voit il y a 2 enfin 3 étapes qui ont changé. Alors il y en a une facultative en plus, l'étude d'orientation et l'étude de détail qui est elle obligatoire. Je vais les expliquer après. Et alors il y a une demande d'autorisation de mise en service à la fin, qui est, mais donc, il a fallu que le GRD intervienne,
avant que l'installation ne soit installée. Donc le GRD est plus, heu, il est plus, comment dirais-je? Heu, il intervient plus, voilà, je trouvais pas mon mot. Il intervient plus dans une démarche, pour une plus grosse installation. Alors, étant donné que le premier cas en dessous de 10 kVA est assez simple, et vis-à-vis du réseau, il y a peu d'impact, on va présenter dans cette présentation, on va considérer qu'on est, pour un cas, où on a envie d'installer pour plus que 10 kVA d'onduleur, mais naturellement les 2, la plupart des étapes sont les mêmes pour ces 2 types de puissance. Voilà donc, reprenons un peu depuis le début. On est à la première étape, on a réalisé notre, estimation du potentiel photovoltaïque. Heu, c'était donc notre premier webinaire. On a une puissance crête et on a évalué aussi, un productible, des kilowattheures par an. Alors, évidemment, c'est un potentiel, donc c'est, toute surface confondue et cetera, donc c'est vraiment le maximum que notre site peut accueillir. Heu, il va de soi que ce potentiel est peut-être exagéré et ça viendra par, la suite. À voir qu'est-ce qu'on veut vraiment installer, et sur quelles orientations et cetera. Une étape qui arrive, ensuite, mais c'est, un petit peu, en parallèle, hein, j'ai oublié de le dire, mais donc les étapes que l'on a définies dans le temps, c'est à titre indicatif. Il n'y a pas absolument il y a moyen de faire, différentes, il y a moyen que le séquençage se passe, légèrement différemment parfois. Mais donc ce qu'il faut faire assez rapidement quand même, c'est de contacter votre commune pour savoir si une procédure particulière, urbanistique, s'applique à votre projet. Et donc en fait, on va en parler plus tard dans la présentation, mais donc c'est une étape qui va permettre, de ne pas être pris de court par la suite, lorsqu'il y aura, s'il y en a, il faudra, que par exemple, le devis de l'installateur soit au courant avant de réaliser son devis, par exemple. Alors ensuite, nous avons un avis préalable, auprès du GRD, donc c'est une démarche qui est gratuite et en fait, elle est assez simple, il suffit d'envoyer un formulaire, de remplir un formulaire auprès de votre GRD et celui-ci va vous, donner comme information, la puissance souscrite de votre installation électrique. Et donc en fait, comme je l'ai dit, précédemment, la somme des puissances des onduleurs que vous voulez que vous voulez raccorder, à cette installation électrique ne peut pas dépasser la valeur de la puissance souscrite, puisque, sinon évidemment il y aurait, on serait surdimensionné et ça poserait des problèmes, de sécurité. Alors, cette puissance souscrite, elle va être très importante, puisqu'elle va nous permettre de déterminer ensuite la puissance photovoltaïque, donc là on parle vraiment des panneaux, en kilowatts-crête que l'installation sera en mesure d'accueillir. Mais alors ce ne sera pas directement la même chose. On ne peut pas juste dire: «J'ai une installation de 10 kVA, je ne peux pas installer directement, 10 kilowatts-crête». Il y a un rapport entre les 2 à faire et pour ça, on distingue le courant continu, donc c'est direct current, donc DC en anglais, qui est généré par les panneaux. Sa puissance est donc mesurée en kilowatts-crête, du courant alternatif, donc AC en anglais, et ça c'est, donc de la puissance, en kVA, et donc ça c'est de l'installation électrique ou des onduleurs. Et lorsqu'on calcule un dimensionnement, donc un ratio entre le DC et l'AC, donc c'est la pu donc la le ratio entre le nombre de kilowatts-crête et le nombre de kVA de l'installation ou des onduleurs, pardon, on obtient donc un dimensionnement, et ce dimensionnement peut aller jusqu'à 200. En d'autres termes, si vous avez une puissance souscrite de 10 kVA, vos onduleurs, heu, eux, ne pourront pas dépasser cette valeur de 10 kVA, mais par contre, vous pourrez installer au maximum jusqu'à 20 kW de panneaux. Alors, techniquement, on pourrait même aller plus haut que 20 kW de panneaux, hein. On pourrait aller, beaucoup plus haut, mais ce n'est pas recommandé parce qu'alors on va devoir perdre beaucoup de production solaire parce qu'on va écrêter toute une partie, quand les panneaux fonctionneront à haute, à une certaine puissance. Mais donc ça, c'est un peu plus technique, mais retenez que on peut installer plus de kilowatts-crête de panneaux que la puissance de l'installation, et donc
de ces désonduleurs et donc il y a un certain dimensionnement entre le DC et l'AC, et donc si on veut installer plus de puissance de panneau parce qu'on se dit, «Bah, moi j'ai 10 kVA mais ça me fait 20 kilowatts crête de panneau maximum, mais j'ai envie d'installer beaucoup plus». Dans ce cas-là, hem, évidemment, il y a moyen de renforcer, la connexion avec le réseau et ça, c'est une procé et donc ça va, c'est une procédure avec le GRD qui va être entamée et c'est de ça qu'on va notamment, parler aujourd'hui. Comment faire pour renforcer, une installation qui est trop faible par rapport au projet que l'on souhaite réaliser? Alors ici, un petit tableau, à titre indicatif, heu si vous faites un avec un di en si on considère un dimensionnement de 200 qui est vraiment, en général le maximum le dimensionnement maximum que l'on accepte, avec différentes puissances souscrites, vous avez ensuite et j'ai considéré 850 kWh par kWh par an, donc c'est une productivité, moyenne, pour ce genre de dimensionnement. Vous avez plus ou moins, à titre indicatif, le la production que l'on pourrait, espérer avec une puissance souscrite définie. J'attire également votre attention sur le fait que au-dessus de 30 kVA, ça c'est bon à retenir, un relais de découplage devra être installé, sur le site et ça représente quand même un coût d'environ 8 000 €. Donc, quand on veut, réaliser une installation et que l'on veut renforcer le réseau au-dessus de cette limite, c'est quand même un coût, un certain coût et donc du coup, il faudra que l'augmentation de production soit relativement, substantielle. On ne peut pas, juste, pour être un petit peu au-dessus, enfin, 8 000 € ne le justifieront peut-être pas. Voilà, donc, hem, ensuite, l'étape suivante, c'est, une préétude de rentabilité. Donc ça nous per le l'idée, c'est on définit une production cible sur base de la consommation annuelle du site. Vous pouvez raisonnablement fixer cette production entre 100 et 150 de la consommation annuelle. Alors on va y revenir, lors du troisième webinaire, sur les modèles économiques, plus précisément, mais c'est un bon ordre de grandeur d'être, dans cette fourchette. Donc on va considérer 125 ici, c'est un bon ordre de grandeur. Évidemment, ça varie selon le profil de consommation. Pour vous donner un petit exemple, si vous bon, je prends un exemple extrême et je pense pas qu'il y ait, ce type de profil, parmi nous aujourd'hui, mais si vous êtes, une boîte de nuit et que vous voulez installer des panneaux photovoltaïques, cet ordre de grandeur ne sera pas fonctionnel pour vous, évidemment. Plus votre profil est journalier et épouse, je vais dire, la courbe de production, plus le dimensionnement, heu, peut être, heu, peut être élevé. Mais au moins vous avez une capacité d'autoconsommation, au moins on dimensionnera. Mais donc ça c'est un peu plus pour le 3e webinaire que ce c'est un peu plus, un sujet du troisième webinaire. Donc par exemple, si vous avez une consommation de 20 000 kWh par an pour le bâtiment, un dimensionnement à 125 ça veut dire que je fais donc 125 fois les 20 000, kWh par an, ça fait 25 000 kWh par an. Donc ça, c'est l'objectif de production que je me fixe. Ensuite, juste pour vous donner 2 petits exemples, bon, je viens de donner une consommation et je change tout de suite, mais c'est, heu, juste pour, que vous ayez bien, à l'esprit comment on va réfléchir. Si dans l'exemple 1, si j'ai un potentiel de 100 kWh sur mon bâtiment, c'est-à-dire une belle toiture, ça me fait un productible de 85 000 kWh par an. Admettons que j'ai une consommation de 10 000 kWh par an sur le bâtiment, ce qui est relativement peu du coup par rapport à la production que je pourrais avoir. J'ai une production cible à 125 de 12 500 kWh par an. Ayant une puissance souscrite de 20 kVA, je regarde dans le tableau, 20 kVA, 40 kW crête, 34 000 kWh par an environ. C'est à titre indicatif de nouveau, c'est pas, une valeur, figée dans le marbre. Je vois que j'ai bien assez. Par rapport à mes 12 500, je suis largement en dessous. Donc la puissance de mon installation est bien suffisante et je n'ai pas besoin de faire de renforcement, auprès du réseau de distribution. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Exemple 2,
ce sont les mêmes données, à part que ma consommation ici, elle a quadruplé. Je suis à 40 000 kWh par an. Donc ma production cible, elle est autour de 50 000 kWh par an. De nouveau, c'est autour de. Une puissance souscrite de 20 kVA toujours. Mais là, par contre, je suis à 16 000 kWh par an supplémentaires. Donc la question se pose ici, et il faudra analyser les deux scénarios. Soit on limite la production, et je vais, en deçà de la production cible que je m'étais, fixée, mais alors je n'ai pas à renforcer mon installation électrique, donc je n'ai pas de surcoût, à ce niveau-là. Ou alors, au 2e option, je demande un renforcement au réseau et par exemple, je voudrais installer du 30 kVA, ce qui va me permettre de produire plus. Et si j'ai demandé ça au réseau, c'est que j'ai estimé dans mon analyse de rentabilité que ce surcoût allait me permettre de produire plus et que les gains générés à cette surproduction allaient compenser, à terme, l'investissement, je vais dire, dans le renforcement du réseau. Et donc, pour analyser ces 2 scénarios, il va falloir que l'on, sollicite le GRD pour qu'il fasse une étude d'orientation ou de détail, je vais y venir, et qu'il chiffre, soit de manière, heu, à titre informatif, donc une estimation, soit qu'il donne vraiment une offre liante, une offre, engageante, pour que l'on sache à combien vont se chiffrer ces travaux. Et donc, ça va permettre d'affiner l'étude de rentabilité, de savoir, OK, dans tel cas, j'ai une rentabilité A et dans le cas B, j'ai la rentabilité B et dans le cas B, j'ai un renforcement en réseau qui nécessite des travaux avec mon GRD. Voilà donc, hop là. Alors avant d'entamer ces démarches auprès du GRD, on recommande de demander un devis à un ou plusieurs installateurs. Ça va permettre de revoir éventuellement certains choix techniques et d'un petit peu avant de se tourner vers le GRD, d'être sûr de ce que l'on veut vraiment, installer. Et donc, voilà, quant à la puissance, photovoltaïque, la puissance des onduleurs, les orientations et cetera, ça va permettre, d'avoir un peu plus de précision sur les hypothèses que jusqu'ici on avait retenues. Hem et alors on pourra ensuite réaliser une étude d'orientation ou de détail, comme je viens de l'expliquer, avec le GRD. Et alors, ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est que, hem, lors l'étape 2 concernant les renseignements urbanistiques, j'avais dit justement qu'il était nécessaire de se tourner vers votre commune pour vérifier que vous n'étiez pas, ou que vous étiez, hem exonérés de permis d'urbanisme et cetera. Et donc en fait, donc ma colline va y revenir, ma collègue Colline, pardon, va revenir sur ce point. Mais donc si, en étape 2 vous avez, défini, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait, un permis d'urbanisme par exemple, dans ce cas-là, c'est important que l'installateur soit mis au courant et que, il tienne compte de ces éventuelles règles urbanistiques. Voilà, ça c'est important que ce soit fait en amont de la sollicitation de l'installateur. Et alors on peut, de nouveau au niveau de la temporalité, on peut faire appel plutôt à un installateur pour un devis, mais voilà, ça peut, éventuellement, dans certains cas, réduire les chances de recevoir une offre. Si vous arrivez chez un installateur et que, heu, vous ne savez, absolument rien sur qu'est-ce que vous aimeriez installer, quelle puissance, vous avez aucun ordre de grandeur. Il est possible que, il, il vous fasse passer un peu, pas en dernier, mais qu'il réponde d'abord à des offres un peu plus, matures, on va dire. Et donc on pense que c'est utile de déjà avoir une idée de, heu, des possibilités et de ce que vous avez envie d'installer plus ou moins. Et de déjà savoir quelles sont les choses à lui communiquer, par exemple. Donc ensuite, hop, pardon, petit saut de chiffres, mais l'étude d'orientation, auprès du GRD, c'est une, donc il y a donc c'est 2 études d'orientation et de détail.
en l'étude d'orientation, elle est facultative, mais payante. Heu, on est autour des 370 € hors TVA, mais ça dépend du GRD. Hem, pour ce qui est de cette étude d'orientation, elle permet, de donner des informations sur la faisabilité de la demande. Ah oui, j'ai oublié de dire que le prix est déductible si l'étude de dét si on va plus loin dans le processus, et qu'on réalise une étude de détail qui est, elle, obligatoire. Mais donc, elle va analyser la faisabilité de la demande, elle va donner un schéma de raccordement et des prescriptions techniques et elle va aboutir sur une estimation indicative du prix et du délai des travaux. Et donc, vous ne s enfin, c'est pour avoir une idée, mais sans que le GRD ne s'engage vraiment dans ce prix et dans ce délai. Donc cette étape, elle est facultative et heu, c'est un peu si vous avez encore des doutes, à certains niveaux et que vous avez besoin de l'avis du GRD, mais a priori, vous pourriez, totalement, passer directement à l'étude de détail auprès du GRD qui, elle, va un petit peu plus loin que cette première étape et en termes de délai, peut vous faire, gagner un peu de temps, également. Surtout que elle est payante, mais elle est autour de 650 € hors TVA si je ne me trompe pas. Ça dépend de nouveau du GRD, mais c'est pas, un montant exorbitant, la différence n'est pas exorbitante. Ensuite, ce qui est important dans cette étude de détail, c'est que, outre le schéma de raccordement et les prescriptions techniques et administratives et les conditions du contrat de raccordement pour les installations supérieures à 56 kVA, c'est la réception d'une offre contenant prix et délai des travaux et donc c'est une offre engageante et à ce moment-ci, une fois que vous la signez, et que vous, exécutez le, paiement, le délai commence à courir et les travaux, qui auront été prescrits par le GRD et s'ils correspondent à votre projet, le délai va commencer à courir et là, c'est, heu c'est c'est ça qu'on veut, que les choses avancent et que les délais, commencent à courir. Hem, voilà. Donc ensuite, on a l'affinage de l'étude de rentabilité. Donc c'est un petit peu, même avant d'avoir accepté l'offre, hein, en fait, du GRD puisqu'il il nous communique des informations sur, les coûts de de ce renforcement ou du changement de compteur et cetera, tout ce qui peut être nécessaire de réaliser comme travaux. Donc avant d'accepter son offre, on va affiner un peu notre étude de rentabilité et une fois qu'on est content, et qu'elle nous convient, on accepte son offre et les délais commencent à courir. Et donc voilà, ça va nous permettre de répondre à la question que j'avais posée, précédemment. Hem, est-ce que le renforcement du réseau est nécessaire? Et est-ce qu'il est désirable en termes de est-ce que le coût qu'il représente, vaut la peine dans ma situation? Voilà, donc à ce stade, on commence à vraiment avoir une bonne vue sur les caractéristiques, de l'installation et le budget, qui sera nécessaire de débloquer et donc on est, à même de lancer la procédure de marché public et la rédaction du cahier spécial des charges, ce qui est du coup l'étape numéro 10 ici, qui fera l'objet d'un webinaire, le 4e, qui sera donc le 14 décembre 2023. Alors, hem, l'étape suivante, c'est donc les travaux d'installation, photovoltaïque, qui seront donc réalisés par, l'installateur qui aura remporté, le marché public. Alors petite, du coup, tant qu'on est, à parler de travaux, le 11 bis, c'est donc le travaux de raccordement réseau. Alors ça dépend évidemment quand les délais auront été fixés, mais ça, c'est sous réserve évidemment que vous ayez accepté cette offre parce que, on pourrait très si jamais vous étiez en dessous de 10 kVA et que vous n'avez pas, accepté enfin, que vous avez préféré rester avec la même installation électrique sans faire de renforcement, dans ce cas-là, évidemment, vous allez entre guillemets être, vous n'aurez pas à aller plus loin dans cette procédure-ci. Vous pourrez tout simplement installer les panneaux et déclarer l'installation une fois que les panneaux auront été installés. Sans avoir à faire la mise en service qui est l'étape qui arrive tout de suite. Donc voilà, l'étape 12, ça c'est vraiment si vous êtes toujours au-dessus de 10 kVA et que
Mais donc comme je viens de le dire, si vous n'avez pas accepté d'offre pour renforcer le réseau et que vous êtes toujours sous les 10 kVA, dans ce cas-là, vous faites une simple déclaration, de de l'installation auprès du GRD, une fois qu'elle est installée. C'était la 1re slide avec le planning des étapes. Donc voilà, l'autorisation de mise en service, donc c'est une demande d'autorisation, en fait. Elle se réalise grâce à la complétion et l'envoi d'un formulaire avec, voilà, une copie du rapport de conformité au RGIE, preuve de conformité à la prescription Synagrid, un schéma, des caractéristiques techniques et des photos. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc c'est un peu pour officialiser et mettre, vraiment en service l'installation. Elle va vraiment être raccordée officiellement avec, le réseau à partir de ce moment-là. Et petite, info quand même, si vous êtes au-dessus de 30 kVA, un relais de découplage devrait être installé, comme j'ai déjà dit. Il y a un formulaire spécifique. Hem et alors ce formulaire va en fait permettre au GRD de savoir: «OK, cette personne, cette institution a installé un relais de découplage» et elle va vous proposer un rendez-vous pour venir le contrôler et le régler. Ensuite, il y a le si vous êtes au-dessus de 250 kVA, alors là, un coffret de gestion de production décentralisé, aussi appelé CGPD, devrait être installé. Voilà donc, je j'ai oublié de mentionner une chose, c'est que, les j'ai des li il y a un petit tableau récapitulatif avec les liens vers les sites des GRD qui vous permet d'avoir, vraiment, plus d'infos sur quel formulaire remplir pour quelle, étude de détail, étude d'orientation, avis préalable et cetera. Donc, il est en fin de présentation. Je vais il je on le montrera à la fin. Est-ce que pour cette première partie, concernant les démarches, vis-à-vis du réseau, est-ce que vous avez déjà des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va peut-être passer, à la suite, mais si des questions, concernant le raccordement vous viennent pendant la 2e partie de la présentation, on pourra quand même y revenir, à la fin de la présentation sur les démarches urbanistiques. Oui, Mais, ouais, on dirait qu'il y a pas de voilà. questions pour le moment. Si elles viennent plus tard, oui. On y répondra plus tard. Oui, on y répondra plus tard si nécessaire. Donc concernant les démarches urbanistiques, déjà, il faut toujours commencer, en fait, par aller se renseigner auprès de la commune, hein, comme Olivier, en a parlé à l'étape 2, dans la ligne du temps ici qu'on voit en dessous. Mais, pour, en fait, savoir s'il y a, par exemple, un règlement communal d'urbanisme particulier, si le bien sur lequel vous projetez une installation photovoltaïque se situe dans une zone de protection ou autre qui, en fait, impliquerait une procédure particulière. Donc c'est quand même toujours important de bien se renseigner auprès de la commune pour savoir ça. Mais sinon, ici, d'abord, concernant un peu les grands principes, des démarches urbanistiques, l'aménagement du territoire en Wallonie, il est régi par le code d'été et dedans, on retrouve 2 grands principes qui, en fait, vont avoir une incidence, une implication sur les projets photovoltaïques. Donc le premier, c'est le principe d'intégration dans le paysage qui vient, en fait, du fait que la Belgique a signé la convention de Florence et s'engage à ce titre à protéger, en fait, les paysages. Ce principe fait qu'en fait, quand on va toujours essayer de privilégier des installations qui ne sont pas visibles, depuis l'espace public. On le verra par la suite, mais le code été prévoit effectivement des exonérations de demande de permis quand on a des installations en toiture qui respectent certaines conditions, par exemple, et donc qui ne sont pas visibles, depuis l'espace public, pardon. Ici sur les photos, qu'il y a ici, on voit donc la première où on a effectivement une installation en toiture. Ça peut être, sur un bâtiment, sur des hangars, ça peut aussi être des carports sur des parkings. Et alors juste en dessous, on a une photo de ce qu'il faut pas vraiment faire, des panneaux photovoltaïques en surélévation, qui s'intègrent très mal dans le paysage. Donc ça, c'est le premier principe et le second grand principe, c'est qu'il va falloir essayer de réduire en fait l'impact sur, l'affectation et sur l'occupation du sol.
Donc quand on va décider de mettre en place un projet de champ photovoltaïque, donc au sol, pas sur un bâtiment, il va falloir être attentif au choix du terrain pour essayer de limiter au maximum les impacts sur le sol, donc sur la faune, sur la flore. Tout ça, c'est des éléments qui vont devoir se retrouver en fait dans la demande de permis. Et aussi l'impact sur l'affectation du sol, donc on va y revenir juste après, mais il y a le plan de secteur, hein, pour lequel en fait il y a des zones qui sont conformes à l'accueil de projets photovoltaïques et d'autres qui ne sont pas conformes. Donc on va y arriver juste maintenant. Olivier, si tu peux changer de slide. Ouais, de slide. Voilà, ici, on arrive sur les projets en fait, qui vont être exonérés de demande de permis. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, en fait, ils n'ont pas vraiment d'impact sur le paysage ni sur l'occupation du sol. Donc, c'est le CODT qui définit ces projets qui sont exonérés de demande de permis. Alors, on voit le premier cas, c'est une installation solaire qui alimente directement le bien immobilier. Donc, il faut qu'il y ait de l'autoconsommation et qui va répondre à une des 3 conditions, suivantes qui sont modélisées, en fait, ici. Donc dans le A, le cas A, sur une toiture à versant, eh ben, il va falloir que la projection, enfin, que le débordement ne dépasse pas 30 centimètres et que l'inclinaison des panneaux soit au maximum de 15°. Sur une toiture plate, il faudrait que le débordement vertical, soit inférieur à 1,50 m et que l'inclinaison des panneaux ne dépasse pas 35°. Et enfin, en façade, il va falloir que le débordement soit inférieur à 1,50 m aussi et que l'inclinaison soit comprise entre 25 et 45°. Il y a une deuxième exonération, c'est celle qu'on appelle la couverture de toiture photovoltaïque. En gros, c'est si vous souhaitez mettre des tuiles photovoltaïques sur votre toiture. En général, ça va être exonéré de permis d'urbanisme. Je dis en général parce que vous pouvez vous retrouver dans une zone de protection où il y a un règlement communal d'urbanisme, par exemple, qui impose que la couleur des tuiles, par exemple, soit conforme à la couleur inscrite dans le règlement. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours bien aller se renseigner auprès de la commune. Donc ici, en fait, on comprend bien, ce sont plutôt en général des petits permis qui ne sont pas très importants. Pas des petits permis, pardon, des petits projets, parce que justement, il n'y a pas de permis. Mais donc, on voit que si une de ces conditions n'est pas rencontrée, on va devoir demander un permis d'impact limité. Donc un permis d'impact limité, c'est un permis où on ne va pas avoir besoin de l'avis du fonctionnaire délégué. Et alors, toutes ces exonérations ne sont pas applicables pour les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale. De nouveau, c'est la raison pour laquelle c'est toujours important de se renseigner auprès de la commune si on n'est pas vraiment certain. Tu peux changer de slide. Merci. Donc ensuite, c'est la conformité au plan de secteur. Ici, on passe plutôt sur des projets un peu plus gros qui concernent des champs photovoltaïques, hein, parce que les exonérations dont j'ai parlé juste avant, elles sont valables même si on est dans une zone non conforme au plan de secteur pour l'accueil de projets photovoltaïques. Donc ici, on va vraiment un peu se fixer sur des projets de champs photovoltaïques, donc au sol. Ici, il y a un lien qui est vérifier si un projet photovoltaïque est conforme avec la zone au plan de secteur. Et donc, si vous cliquez sur ce lien, vous pourrez voir quelles zones sont compatibles ou non avec l'accueil de panneaux solaires, de champs photovoltaïques, pardon. Donc, une conformité au plan de secteur n'implique pas forcément un octroi de permis. Il y a d'autres conditions qui vont rentrer en jeu. Et inversement, un projet non conforme peut quand même en fait obtenir une dérogation. On va le voir juste après, mais les projets qui sont plus susceptibles d'obtenir une dérogation, ce sont ceux qu'on dit de finalité d'intérêt général. Hop, la présentation est partie. Mais finalité d'intérêt général, ça veut dire qu'en fait, ça va être 100% d'injection. Il n'y aura pas d'autoconsommation sur ce projet-là. Ce sera vraiment un site destiné à produire de l'électricité renouvelable, photovoltaïque, pour l'injecter dans le réseau. Il va falloir aussi que le projet soit justifié au regard du lieu projeté, qu'il ne compromette pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur et qu'il contribue à la protection des paysages. Donc pour ça aussi, on peut toujours avoir recours à des stratégies comme planter des haies en fait, autour du champ photovoltaïque pour limiter les impacts sur le paysage. Alors juste en dessous, là, vous avez une circulaire, un lien vers la circulaire qui a été délivrée par le ministre Borsu et qui explique en fait aux autorités compétentes pour délivrer les permis
qui donne en fait des guides pour instruire les demandes de permis. Donc c'est toujours intéressant si vous avez un projet comme ça, de lire ce guide pour essayer d'aller au mieux, remplir au mieux les critères qui vont être évalués. Tu peux changer de slide. Donc, quand on va devoir demander un permis, la première démarche, c'est d'identifier quelle va être l'autorité compétente pour délivrer ce permis. Donc, la procédure de droit commun, c'est que le collège communal est compétent pour délivrer un permis. Donc, en général, les permis concernés par cette procédure de droit commun, ce sont des petits permis où il va y avoir une autoconsommation. Pardon. Je vois plus mon écran. Ah, c'est bon, c'est revenu. Donc, les projets avec autoconsommation, en général, ils devront être adressés vers le collège communal. OK. On a un petit problème, au niveau de Colline, mais je vais peut-être, juste, voir avec elle si elle revient ou pas. Hem, Peut-être juste continuer cette slide-ci, mais donc, en pour, en général, les petits projets, donc, on se petits projets photovoltaïques, non exonérés de permis d'urbanisme. Dans ce cas-là, s'ils ont une autoconsommation, et qu'ils remplissent au moins une des conditions, ici, alors il faudra que la procédure soit, ce sera donc la décision du collège communal. En revanche, pour, des projets, photovoltaïques qui sont non exérés ils seront non exonérés de permis d'urbanisme, mais cela, c'est uniquement si c'est, 100 d'injection, donc ce sont des projets destinés exclusivement à la collectivité. Dans ce cas-là, ce sera le fonctionnaire délégué qui sera, la personne qui délivrera le permis, et un autre cas de figure, c'est s'il y a autoconsommation, mais au moins une de ces conditions est remplie, alors ce sera donc le fonctionnaire délégué qui devra, hem, prendre cette décision. Donc voilà, Colline, en t'attendant, j'ai, juste continué cette slide, mais je n'ai pas, précisé quelles étaient ces fameuses conditions. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot, Oui, merci, désolée, hein, j'ai un problème d'ordinateur. Donc les conditions, en fait, pour lesquelles, du coup, le fonctionnaire délégué va être, compétent pour délivrer le permis, ce sont celles qui sont inscrites ici. Donc c'est quand le projet est projeté par une personne de droit public, inscrite sur la liste arrêtée par le gouvernement. Donc il y a cette liste qui est inscrite. Donc toutes les UAP ne sont pas forcément, concernées par cette liste. Je sais que les ports autonomes, le sont, par exemple. Il faut aller vérifier si vous en faites partie. Mais de toute façon, il y a d'autres conditions. Donc si, en fait, votre projet, s'implante dans certaines zones du plan de secteur, s'il s'étend sur le territoire de plusieurs communes, et cetera, là, en fait, vous allez devoir adresser la demande de permis au fonctionnaire délégué. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours, en fait, contacter la commune ou la direction extérieure pour savoir, quelle est l'autorité compétente pour votre demande de permis. Tu peux changer de slide. Alors pour la procédure de demande de permis, il y a 3 documents à joindre. Ici, à chaque fois, vous avez les liens, vers ces documents. Le premier, c'est le formulaire de demande de permis. Alors pour les projets photovoltaïques, en fait, c'est le formulaire qui s'appelle annexe 8. Donc c'est demande de permis d'urbanisme portant sur des travaux techniques sans architecte. Si vous souhaitez faire appel à un architecte, en fait, c'est jamais obligatoire de faire appel à un architecte, mais parfois c'est un peu du bon sens. Quand par exemple on veut construire un énorme carport au-dessus d'un parking, c'est peut-être mieux de le faire avec architecte. Donc voilà, il faut choisir l'annexe qui correspond à votre situation, mais en général, sans architecte, c'est l'annexe 8 et l'annexe 4, c'est avec architecte. Dans ces demandes de permis, de toute façon, il y a, un peu toute la procédure qui est écrite, tout ce que vous devez joindre comme document, y est aussi inscrit. Le deuxième document à joindre, c'est la notice d'évaluation des incidents sur l'environnement. Ici, de nouveau, vous avez un lien
sur lequel, en cliquant, vous allez tomber sur un modèle de notice. En fait, on va regarder là-dedans, on va inscrire en fait quel est l'état actuel du lieu, que ce soit au niveau de, comment on appelle ça, l'état actuel de la situation existante, de droit et de fait. Donc, vous allez devoir décrire l'environnement qui va accueillir le projet et vous allez devoir un petit peu estimer quels vont être les impacts du projet. Et enfin, il va falloir remplir ce formulaire qui est le décret-sol, où en fait, vous allez indiquer quel est l'état du terrain selon les données reprises dans la banque de données de l'état des sols, que vous pouvez remplir à l'aide de Wallon Map, dont vous avez aussi le lien ici. Ensuite, il y a la procédure par l'autorité compétente, donc soit le collège communal, soit le fonctionnaire délégué, qui lui, en fait, sait s'il va falloir faire des mesures particulières de publicité, comme de l'affichage ou de l'enquête publique, s'il va devoir consulter des instances, et en fonction, en fait, de ça, les délais de traitement vont courir de 30 à 115 jours pour le collège communal, si le permis, pardon, est délivré par le collège communal, et de 60 à 130 jours si le permis est délivré par le fonctionnaire délégué. Alors, quand on veut faire un projet sur un bâtiment qui a une valeur patrimoniale, la procédure est un peu différente parce qu'il faut commencer, pardon, par introduire une demande auprès de la WAP, donc l'Agence wallonne pour le patrimoine. Et en fait, il y a 2 réunions qui vont être organisées par cette agence avec le maître d'ouvrage, le fonctionnaire délégué, le collège communal et la commission royale des monuments et sites. Et vous avez les formulaires ici, de nouveau, pour demander en fait, pour remplir la demande de permis auprès de la WAP. Et ensuite, l'autorité compétente, donc de nouveau collège ou fonctionnaire délégué, va délivrer ou non le permis selon les comptes rendus de ces réunions. Alors, il y a certains projets qui vont être soumis à une demande de permis unique. Ça, c'est vraiment les gros projets. Donc, en fait, si vous avez une installation photovoltaïque dont la puissance projetée est supérieure à 1500 kVA, là, vous allez être soumis à une demande de permis unique. Donc, un permis unique, c'est un permis d'urbanisme et un permis d'environnement en même temps. Ce genre de projet est classé en classe 2. Donc, vous allez devoir faire une notice d'évaluation des incidences et pas forcément une étude d'incidence environnementale qui, là, est beaucoup plus grosse et qui doit être faite par un bureau agréé. Mais le fonctionnaire délégué peut vous demander quand même de faire cette étude. Donc, dans le permis, là, vous allez avoir des conditions générales pour exploiter votre exploitation. Tu peux changer le slide. Donc la procédure pour demander un permis unique, elle est décrite ici, mais de nouveau, vous avez un lien ici pour atterrir sur le formulaire de demande de permis unique que vous allez devoir déposer en fait auprès de la commune. Elle va l'envoyer aux fonctionnaires techniques et aux fonctionnaires délégués. Eux, ils vont solliciter les avis des instances appropriées. Il va y avoir une enquête publique et ensuite le permis sera remis ou non sur base de tous ces éléments. Donc le délai pour cette procédure, il court de 90 à 120 jours maximum. Et le permis, il est donné pour une durée de 20 ans qui peut être renouvelable. Et là, on repasse sur tous les liens vers les pages internet des GRD dont Olivier vous a parlé juste avant. Voilà, donc selon votre GRD et selon parfois il y a une distinction entre, en dessous de 10 kVA et au-dessus de ces 10 kVA. Vous aurez 2 sites, différents, mais parfois toutes les infos sont reprises sur la même page, comme c'est le cas pour Ores, par exemple. Voilà, heu, Est-ce que vous avez hop, des questions? voilà, on juste à titre informatif, voici le planning des 2, des 4 webinaires, mais donc il y en a encore 2, le 30 novembre sur les modèles économiques et financement et le 14 décembre sur les appels d'offres et tout ce qui est, rédaction de cahier des charges. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour information aussi, concernant pardon, le 4e ici sur les appels d'offres, il y avait eu, on vous avait demandé votre avis. Pardon, pour savoir si vous souhaitiez plutôt un cahier des charges type ou un webinaire sur comment faire un cahier des charges et quels points d'attention. Et donc, haut la main, c'est l'option webinaire qui l'a emporté. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est organisé ici le 14 décembre.
s'il y a pas de questions, on va pouvoir clôturer, mais vous pouvez aussi nous envoyer, des questions par mail, si besoin, si elles ne vous viennent pas tout de suite. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ah, peut-être, quelqu'un ou je sais pas si vous rallumez votre, caméra pour poser une question ou si, c'est pour, se dire au revoir? En tout cas, tous vos micros sont Non, pas coupés, de donc questions. pas de questions. OK, ben, dans ce cas-là, je propose qu'on clôture ici et passez une bonne journée. Merci. Merci Au revoir. pour votre attention. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci.